Ok, parfait. Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc, nous sommes là aujourd'hui au deuxième jour de cette session de formation en français sur la réponse aux appels d'offres. Et aujourd'hui, nous allons voir le module 4 sur la constitution d'un consortium pour la réponse à un appel d'offres. Et dans le cadre de ce module, nous allons voir un cas pratique du booster Europe-Afrique, qui est un appel européen pour répondre, en tout cas pour proposer des projets de recherche entre les deux continents. Donc, cette présentation est donnée par moi-même, Gaussou Kamara. Je suis membre du programme S-Partner. Je suis coordonnateur du réseau DSTN, donc qui veut dire Digital Science and Technology Network, et enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey du Sénégal. Donc, ce module, comme les précédents, est proposé par Bondinov. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bondinov, c'est une association qui agit avec l'IRD sur les questions d'innovation. Donc, juste quelques petites règles pour cette formation. Donc, premièrement, vous coupez vos micros pour éviter des interférences. Vous activez votre caméra à la demande du modérateur. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat et vous pouvez également réagir tout au long de cette présentation en utilisant les émoticônes. Donc, cette formation a pour objectif de vous fournir une méthode de constitution d'un consortium, c'est-à-dire d'une équipe, on va dire, multi-acteurs, réunis en vue de répondre de façon optimale à un appel d'offres. Dans ce module également, nous allons voir quelques éléments de compréhension pour, on va dire, constituer, animer et suivre un consortium dans le cycle de vie du projet. Donc, notamment en amont du début du projet, lors de la préparation du proposal ou du projet et lors de l'exécution du projet. Donc, le programme de ce module est divisé en 4 parties. Donc, premièrement, nous allons voir quelques notions de base liées au consortium. Deuxièmement, nous allons voir les étapes clés du montage d'un consortium, notamment la prospection et le montage du projet. Et en troisième partie, nous verrons la partie liée à la contractualisation. Comme il s'agit d'un groupement, il y a un aspect contrat, on va dire, qui va définir les conditions et les modalités de travail de ce groupe. Ensuite, la vie du consortium, notamment l'animation du consortium tout au long de l'exécution du projet. Et ces différentes notions vont être abordées en lien avec le cas pratique du booster Europe-Afrique que nous allons découvrir plus tard. Donc, premièrement, nous allons voir quelques définitions, mais d'abord, se rappeler d'un proverbe africain qui dit que si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Alors, un consortium, c'est une entente entre plusieurs personnes donc, ou des associations, des entreprises en vue de coopérer pour l'exécution d'une ou de plusieurs opérations économiques, financières et en ce qui nous concerne scientifiques ou culturelles. Alors, un consortium a 3 caractéristiques majeures. Donc, un consortium, il est momentané, c'est-à-dire sa durée est celle de l'activité pour laquelle ses fondateurs l'ont prévu. Un consortium est informel, donc il n'est régi par aucune personnalité morale, donc c'est un groupe informel, disons, d'acteurs. Il est libre, c'est-à-dire il n'est régi par aucun texte législatif. Il n'y a rien qui oblige à quelqu'un d'adhérer à un consortium. Donc voilà globalement les 3 caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler un consortium dans le cadre de la réponse à un appel d'offres. Alors, qu'est-ce qui motive la création d'un consortium dans le cadre d'un projet de recherche? Il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est d'abord le consortium peut être quelque chose qui est imposé par le bailleur. Il y a beaucoup d'appels où on vous dit qu'il faut au moins 3 équipes de 3 institutions
différentes. Souvent même, on impose que les institutions soient dans des pays différents. On peut même imposer que les institutions parlent des langues différentes, etc. Donc ça, c'est le premier cas de figure qui peut amener à la création d'un consortium. Et le deuxième cas de figure, c'est surtout tactique ou stratégique. C'est-à-dire quelqu'un qui veut répondre à un appel à projet peut construire un consortium pour renforcer ses capacités, notamment en travaillant avec des partenaires complémentaires, tout simplement. Et enfin, un consortium peut être motivé par une nécessité, c'est-à-dire que vous répondez à un appel d'offres, mais il y a des points ou des expertises nécessaires à cette réponse dont vous ne disposez pas. Et dans ce cas, vous faites appel à d'autres équipes complémentaires pour pouvoir répondre justement à ces critères d'expertise-là. Donc, voilà ces trois cas de figure qui peuvent motiver la création d'un consortium. Donc, il y a un prérequis à la création d'un consortium. Justement, le caractère libre et informel du consortium nécessite de s'entendre sur un certain nombre de, disons, de points avant de démarrer. Donc, premièrement, c'est le périmètre des activités et d'engagement de chacun. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est défini strictement au début, mais ça peut évoluer au cours de la constitution du consortium. Donc, l'agenda déjà et le budget. Donc, ce serait bien qu'en s'engageant sur un consortium, qu'on sache c'est pour quelle durée et le projet qu'on vise à soumettre, c'est sur quelle fourchette, en tout cas en termes de budget. Et troisièmement, les responsabilités légales et éventuellement de solidarité entre les membres. Le leadership, très, très important, et les règles de fonctionnement. Donc, nous y reviendrons un peu plus en détail. Il y a également parmi les prérequis les méthodes de gouvernance et de prise de décision qu'il faut clarifier entre les parties prenantes de ce consortium. Un autre élément à ne pas négliger, c'est la propriété intellectuelle parce qu'il va s'agir d'un travail en équipe où des résultats scientifiques, des acquis, des actifs vont être générés. Donc, il faudra au préalable que les partenaires puissent aussi discuter des modalités liées à la propriété intellectuelle. Il y a l'aspect lié à la communication et aux autres engagements réciproques. Donc, il y a plusieurs éléments à voir à ce niveau-là. Hein. Quels sont les canaux de communication qui vont être choisis? Par exemple, la création de groupes WhatsApp, alors que certains n'ont pas de numéro WhatsApp, ou bien quand il faudra faire des affiches, comment il faut ordonner les logos, etc. Ensuite, la vision collective. Encore une fois, ce sont des prérequis qu'on clarifie au départ, mais qui peuvent être affinés, qui peuvent évoluer tout au long de la constitution du projet. Et ces éléments seront finalisés notamment au moment de la contractualisation une fois que le projet est accepté. OK, donc justement, c'est ce qui est dit en bas. Donc, la relation peut être cadrée par un contrat ou une charte tout simplement. Donc, en termes de durée de vie d'un consortium, il y a trois étapes clés. Il y a d'abord l'identification de l'appel à projet qui permet justement d'avoir une meilleure idée sur les partenaires qu'il faut prospecter. Ensuite, il y a la sélection du projet, donc une fois qu'il est accepté, donc qui va nécessiter la rédaction d'un contrat avant le démarrage de l'exécution de ce projet. Et ensuite, il y a la phase de clôture du consortium qui est précédée par l'animation du consortium, notamment l'implémentation des différentes activités en lien avec votre projet. OK. Donc, j'ai parlé d'un aspect important dans les différents prérequis, notamment le leadership. Mais avant le leadership, il faut comprendre qu'un consortium nécessite une posture ouverte, puisque travailler à plusieurs est à la fois enrichissante, mais également inconfortable, puisque les membres du consortium peuvent avoir des cultures différentes, mais aussi des rythmes de travail et des horaires de travail qui sont différents. Par exemple, trouver un créneau qui va à plusieurs partenaires qui se trouvent dans deux continents séparés par un fuseau horaire, enfin un décalage horaire de 10 heures. Donc, c'est des choses à prendre en compte, par exemple. Le rôle du leader est également essentiel parce qu'il va permettre de cristalliser le collectif. Donc, un rôle à la fois technique parce que le leader doit connaître tous les éléments techniques du projet, mais également humain. Il doit être quelqu'un, disons,
qui soit capable de communiquer convenablement avec tous les partenaires, de rappeler les engagements, les livrables et de gérer également les frustrations. Donc, surtout pour un leader, attention à ne pas imposer sa vision tout en gérant et en s'assurant des engagements de chacun. Donc, pour le cas pratique que nous allons voir dans la suite de ce module, il s'agit du BEA. Le BEA, c'est un projet, un appel à projet européen, donc j'y reviendrai plus tard. Donc, ce cas pratique, bien que fictif, a été élaboré à partir de cas réels, donc c'est-à-dire d'un appel vraiment réel. Donc, nous avons à dessein choisi un exemple complexe qui est difficile à réunir, pour réunir tous les ingrédients. Mais l'objectif, c'est surtout de vous permettre de voir un certain nombre de cas de figure. Maintenant, ce sera à vous de vous adapter ou d'affiner les différentes étapes de ce cas pratique en fonction de la réalité de votre projet. Donc, nous y reviendrons à la fin de cette partie pour quelques recommandations. Donc, si vous maîtrisez les éléments de cet exemple, alors vous saurez réagir à toute situation et appréhender chaque consortium. Donc, l'appel à projet Booster Europe Afrique a été lancé en juin 2019 par l'Union européenne suite aux accords de 2018 de l'Union européenne et de l'Union africaine. Donc, son objectif est de créer des liens durables entre les acteurs de l'innovation, de la recherche, les entrepreneurs et leurs parties prenantes issues des deux continents. Donc, je pense que mes prédécesseurs ont surtout parlé hier de quelques notions surtout liées à l'éligibilité. Donc, aujourd'hui, on voit très clairement ici qu'il y a des aspects de l'éligibilité qui sont liés au consortium. Par exemple, si vous faites une proposition de recherche qui ne réunit pas des acteurs de ces domaines précités situés dans les deux continents, votre projet ne sera pas éligible. Donc, pour ce cas pratique, nous partons du principe que le projet est porté par un cabinet. Donc, ici, le cabinet Spire, qui est un cabinet portugais, donc qui connaît parfaitement les rouages de l'Union européenne et le fonctionnement de ses appels à projets. Donc, il a été parmi les 3 premiers à recevoir l'appel. Donc, je pense que la méthode push et pull a été abordée aussi précédemment. Pour justement bien découvrir les appels qui sortent à temps. Donc, c'est un cabinet qui est composé de 1200 personnes réparties dans 4 bureaux en Europe, dont Bruxelles, aux États-Unis, mais aussi en Inde. Donc, ils tirent leur chiffre d'affaires surtout de l'Europe, donc notamment 65%. Donc, ça, c'est un peu pour vous donner une idée de la nature de la structure qui va, on va dire, porter le montage du consortium. C'est quelque chose d'habituel en Europe, c'est-à-dire de se faire aider ou de faire porter les projets par des cabinets spécialisés. Si je prends le contexte africain, en général, nous avons l'habitude de faire porter les projets par, disons, des équipes universitaires, mais on peut substituer Spire dans le cadre de cet exemple par une université, hein, on va dire, en Afrique, qui serait le porteur et qu'on décrirait, disons, de pareil. Donc, ils ont déjà monté un équivalent du BEA pour la Chine dans le domaine de l'énergie. En revanche, ils ne connaissent pas du tout le continent africain ni les acteurs qui changent la donne. C'est un enjeu majeur pour Spire, donc pour ce cabinet, de se développer sur ou avec le continent africain, qui est considéré comme un continent d'avenir. Donc, pour aborder la deuxième partie de ce projet qui concerne la prospection et le montage. D'abord, il faut, comme je le disais précédemment, un porteur, il faut un leader. Donc, du coup, le DG de Spire a proposé au manager innovation, Alfonso, de monter un consortium qui pourrait remporter le call. Par exemple, si on prend l'exemple de nos universités, par exemple, le recteur ou le président de l'université pourrait désigner le directeur de la recherche ou bien le directeur chargé de l'innovation, justement pour porter le montage de ce consortium. Donc, Alfonso pourra consacrer 25% de son temps sur 6 mois pour ce projet. Pour le montage du projet, justement, parce qu'on est au niveau de la phase de la préparation de la réponse à l'appel. Et Alfonso aura une assistante pour l'aider. Donc, le projet doit être déposé au plus tard le 6 janvier à minuit.
sur la plateforme de l'Union européenne. Donc, le montant maximum du projet est de 6 millions d'euros pour 3 ans. Donc, les frais de gestion sont de 25%. Donc, si le projet est remporté, disons, les structures gestionnaires pourront bénéficier de 25% pour la gestion du projet. Donc, si Alfonso remporte l'appel, ce sera s'il ne remporte pas justement l'appel, ce sera une perte sèche. Vous imaginez 6 mois de préparation pour 25% de son temps de travail, assisté par une assistante, ça va être un grand défi. Donc, après ce top départ, dans la phase de prospection, il faut maintenant commencer l'identification. Donc, l'identification commence surtout par bien exploiter l'appel, notamment en listant les objectifs et les actions du projet, ainsi que les contraintes, les types d'expériences et de profils des partenaires à réunir. Donc, ensuite, il faut remplir, en tout cas, Alfonso se donne 1 mois justement pour remplir le premier canevas. Ça aussi, c'est très, très important parce que le leader du projet doit pouvoir initier, disons, la rédaction du projet, en tout cas pour ne serait-ce que mettre les éléments clés de la réponse ou en tout cas du document de proposition de recherche. Donc, Alfonso va, durant le premier mois, remplir un premier canevas du projet et le poster sur des plateformes de recherche de partenaires internationaux comme la plateforme européenne Europa. Donc, c'est une plateforme européenne où les gens qui essaient de monter des projets européens peuvent poster leurs propositions, mais synthétiques de projets, en vue de rechercher des partenaires potentiels. Donc, c'est des types de plateformes qui n'existent pas forcément en Afrique, mais il faut penser à une démarche alternative justement pour identifier des partenaires potentiels pour répondre à un appel. Donc, comme justement le fait Alfonso dans le cadre de cet appel. Ensuite, il faut se baser sur son carnet d'adresses pour pouvoir identifier des partenaires potentiels ou bien des contacts qui pourraient vous orienter vers des partenaires. Ça arrive souvent que vous cherchez un partenaire, par exemple, en Côte d'Ivoire et que vous ne connaissez pas forcément quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais vous connaissez un ami, un ancien collaborateur, vous l'appelez pour lui dire que nous avons besoin d'un partenaire au niveau de la Côte d'Ivoire qui travaille sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé, par exemple. Voilà, donc c'est une démarche pour pouvoir justement constituer son consortium. Ensuite, il faut préparer un document type pour les partenaires identifiés. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. On va y revenir plus tard. Donc, toujours dans la prospection, après l'identification des partenaires potentiels, ensuite, il faut passer à la qualification. Donc, pendant le premier mois, Alfonso a pu collecter 8 contacts, disons, d'intérêt direct des partenaires potentiels. Sur les 2 prochains mois, il va continuer surtout à approfondir les pistes de collaboration avec ces 8 contacts qu'il a identifiés, tout en continuant également à rechercher d'autres partenaires potentiels. Donc, il a présenté ses partenaires auprès de la hiérarchie, donc, qui l'ont approuvé, parce que ça aussi, c'est important pour éviter tout conflit d'intérêts. Il peut y avoir des partenaires peut-être qui ont eu des antécédents avec l'institution ou avec d'autres collègues. Donc, ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc, il a fait valider les 8 contacts préidentifiés, dont 6 en Afrique. Et là, il présente sa méthodologie de travail pour les prochains mois. Il prévoit déjà un call de 2 heures pour chaque partenaire afin de leur présenter, on va dire, le projet, le cadrage de la démarche, la faisabilité, etc. Il prévoit également, dès le départ, de préparer un accord de partenariat préalable à la constitution d'un consortium, donc à faire signer par chacun des partenaires. Donc, ceci pourrait répondre à une des questions d'hier qui parlait des idées qui pouvaient être volées, mais en général, en début de la constitution d'un consortium, on peut faire signer un accord de confidentialité, c'est-à-dire ça permet, disons, de contraindre les partenaires à ne pas divulguer en tout cas les idées qui vont être développées au cours de la rédaction de ce projet.
D'accord. Ensuite, une fois que ces réunions ont été réalisées hein, avec euh, les partenaires et que des accords préalables ont été signés, on peut passer maintenant au montage du projet. Donc, après 4 mois, hein, parce qu'on est à jour J moins 2 mois, à ce stade, Alfonso a pu réunir 10 partenaires, hein. Il avait 8 au départ, mais en continuant à faire la prospection, donc il en est arrivé à 10, dont les 5 étaient situés en Europe et les 5 en Afrique. Et ces 5 acceptent de collaborer pour répondre à l'appel. Donc, une réunion présentielle, en présentiel est prévue au siège de SPIR au Portugal, hein, comme on le disait, des 6 membres. Donc là, on a une petite description des 10 partenaires qui ont été identifiés par Alfonso et qui vont constituer ce consortium-là. Donc, après le montage du consortium, on va passer au brainstorming, parce qu'il y a l'idée de porter, en tout cas de répondre à l'appel. Maintenant, il faut approfondir, disons, l'idée avec les partenaires. Et pour ça, cette brainstorming, on va dire, cette phase de brainstorming va se faire au cours de cette réunion. Gaoussou, est-ce que tu nous entends? Ah, on a perdu Gaoussou. On va l'attendre une petite minute. Le voilà. OK. Gaoussou, on t'a perdu. Désolé, je pense qu'il y a eu un problème de connexion. OK, super. Je vais continuer. Alors, permettez-moi juste de partager à nouveau la présentation. Est-ce que vous voyez les slides en plein écran? Ouais, c'est bon. OK, super. Et où est-ce que vous m'avez perdu? Alors, c'était juste là, sur la partie... voilà, ici. Là. OK, super. Parfait. Donc, là, donc, je parlais de la phase donc, de montage du projet, du montage du consortium, pardon, avec les 10 partenaires qui ont été identifiés, dont 5 en Europe et 5 en Afrique. Donc, ce que je disais pour avancer, une fois que le consortium est monté, il reste la phase de brainstorming, c'est-à-dire approfondir les objectifs scientifiques, les activités qui sont en lien avec le projet qui va être proposé. Donc, pour cela, Alfonso propose une réunion de 2 jours à Lisbonne, donc qui va permettre de valider, on va dire, le consortium, puisqu'il y avait déjà un accord, mais le fait de faire rencontrer les gens va entériner définitivement les engagements des uns et des autres. Donc, Alfonso s'est donné comme objectif durant ces 2 jours, en plus de faire rencontrer les partenaires, de valider l'ensemble de la feuille de route et les périmètres de chacun des partenaires du projet. Donc, ils vont également travailler sur la gouvernance et la vision collective pour ce projet. Ensuite, ils vont préidentifier les allocations budgétaires. Ça aussi, c'est extrêmement important dans la constitution d'un consortium. Ce sera la répartition budgétaire. Donc, mais la répartition budgétaire va se faire sur la base des activités qui vont être assignées à chaque partenaire. Il sera également question de rappeler les contraintes légales, financières et de temps impliquées par l'appel d'offres. Les contraintes légales, ce sont les conditions du contrat qu'on verra dans le module 7, la contractualisation. Les conditions financières, il y a plein de choses qui peuvent être abordées, notamment les conditions de passation de marché
et de temps, c'est-à-dire la durée du projet, les contraintes liées au rapport intermédiaire, etc. Donc, un calendrier de travail est adressé à chaque partenaire en amont de la réunion. Ça aussi, c'est extrêmement important lorsque vous préparez des réunions des membres de votre consortium. Il est important de bien préparer l'ordre du jour de la réunion et si c'est nécessaire, il faut préparer des documents de travail que vous pouvez faire remplir à vos partenaires avant la réunion du consortium ou bien les supports de travail, c'est-à-dire si c'est des canevas sur lesquels vous allez travailler lors de la réunion, ce serait bien de les préparer en amont et de les distribuer auprès de vos partenaires pour qu'ils prennent connaissance de ces documents-là avant les réunions de brainstorming et de montage du projet. OK, donc Sphere va fournir tous les documents qui sont en lien avec la session de brainstorming qui va avoir lieu à Lisbonne pendant 2 jours. Et là, on est à J-, on va dire 1 mois, donc J-30. On va dire que ça reste un exemple fictif pour la rédaction du projet, mais il ne faut pas justement croire que la rédaction du projet commence maintenant parce qu'il y a pas mal de documents qui ont été distribués au préalable et qui ont été complétés par les différents partenaires. Et donc, mais quand on parle ici de rédaction du projet, c'est que le lead va compiler les différentes contributions et va produire une première version complète de la proposition de recherche. Mais malheureusement, à J-1, un des partenaires n'est plus, disons, on va dire, n'était pas venu, on va dire, à la réunion de Lisbonne. Bon, mais malgré tout, les 9 partenaires restants ont décidé de travailler sans lui. D'accord? Donc, Sphere va rédiger le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à Lisbonne avec la compilation des différents schémas des work packages qui ont été proposés. Donc, je pense que vous avez déjà vu la notion de work package qui concerne le regroupement des différentes activités thématiques et qui seront portées par les différents partenaires du projet. Et ensuite, Sphere va également finaliser la répartition par structure des enveloppes budgétaires et le calendrier global d'exécution du projet. Donc, à ce stade, une première mouture du projet est élaborée, mais il faudra détailler encore d'autres parties, donc pour lesquelles Sphere va également proposer des trames beaucoup plus complètes qui seront également envoyées à chaque membre du consortium pour compléter ces trames-là. Donc, cette trame beaucoup plus complète peut être en lien avec une rédaction détaillée de ces actions, notamment en termes de méthodologie, les résultats attendus, les impacts mesurables et comment, par exemple, le budget va être utilisé pour l'exécution des activités, etc., etc. Donc, toujours dans cette phase de finalisation, Alfonso, donc après le retour des différents membres du consortium des trames détaillées, donc Alfonso rédige le reste de la proposition. Donc, en travaillant en petit groupe avec les partenaires. Donc, Alfonso peut, de temps en temps, sur des aspects liés à un work package, contacter le partenaire, disons, responsable de ce work package, ou bien s'il y a plusieurs partenaires responsables de ce work package, il peut y avoir des réunions spécifiques pour clarifier et compléter certaines parties. Ensuite, il impute les contributions des partenaires au fur et à mesure dans le document final. Donc, à ce stade-là, toujours ce document final, hein, je pense que tout le monde a l'habitude maintenant de le faire. Une fois qu'une version plus ou moins élaborée a été réalisée, donc il peut être partagé sur le Drive pour faciliter la lecture finale, mais également, disons, les contributions, suggestions des uns et des autres. Donc, très rapidement, le temps file très vite. Après relecture et, on va dire, après contribution, parce qu'en fait, pourquoi il est important de mettre en place ce document partagé? Parce que la compilation peut être difficile pour Alfonso lorsqu'il reçoit les documents des partenaires par email. Mais le fait de partager un document, par exemple, sur Google Drive,
et de mettre les canevas pour chaque partie permet à chaque partie justement d'aller vers la partie le concernant et de remplir les informations qui le concernent. Et donc, à J-10 quand même, il est temps pour que le document du projet soit finalisé et que les dernières négociations sur l'arbitrage budgétaire effectivement soient validées. Donc, chaque partenaire a 2 jours à ce stade, à 10 jours de la date limite. Chaque partenaire a 2 jours pour relire et valider le document global. Donc, avant, chaque partenaire était focalisé sur sa partie ou les parties le concernant, mais cette fois-ci, il est recommandé ou il est demandé à tous les partenaires de relire l'ensemble du document justement pour apporter des contributions pour une cohérence globale de la proposition. La soumission de la proposition se fait via la plateforme numérique de l'Union européenne. Donc, il est important qu'Alfonso ouvre un compte projet sur cette plateforme de l'Union européenne. Donc, à J-5, c'est très juste. On aurait même recommandé qu'Alfonso le fasse dès l'ouverture de la plateforme pour gagner du temps, pour anticiper sur des problèmes techniques qui pourraient survenir, disons, au cours du renseignement de la proposition de recherche dans cette plateforme. Parce que 5 jours, ça peut être peu et des problèmes techniques peuvent survenir à tout moment. Et surtout que souvent au dernier moment, c'est au dernier moment que tous les porteurs de projets vont essayer de soumettre leur projet, donc il y aura une surcharge du serveur. Et enfin, je pense que mes collègues là en ont parlé également, le porteur du projet doit avoir une personnalité morale. Bien qu'on ait parlé ici qu'un consortium n'a pas de personnalité morale, mais en fin de compte, il faut que l'un des partenaires, l'une des institutions partenaires soit le porteur du projet auprès du bailleur. Donc, l'institution porteur ici, par exemple, ce sera Spire, va signer, en tout cas si c'est nécessaire, et c'est souvent le cas, le document final avant sa soumission. Bien que c'est l'institution porteuse qui va signer le document final, chacun des membres du consortium est néanmoins responsable de la partie du projet qui le concerne une fois qu'il est retenu. Donc, nous reviendrons sur les responsabilités des parties un peu plus tard. Maintenant que le projet est finalisé et soumis au niveau de la plateforme de l'Union européenne, donc on peut faire un ouf de soulagement et maintenant croiser les doigts. Alors, il faut quelques leçons ou quelques, on va dire, takeaways, donc des leçons à retenir, disons, de cet exemple-là du BEA, bien que fictif, c'est que dans la réalité, vous n'aurez pas forcément 6 mois pour vous préparer à répondre à des appels d'offres. Je pense que vous tous, vous avez eu à vivre ces situations. Souvent, vous découvrez un appel dont la date limite, c'est dans 1 mois ou dans 1 semaine. Donc, des outils de cadrage peuvent ne pas forcément être mis à votre disposition par le bailleur, parce que souvent, il y a beaucoup de bailleurs qui fournissent des templates pour remplir votre cadre logique, des templates pour remplir votre budget, des templates pour remplir votre chronogramme, etc. Mais ces templates peuvent ne pas toujours être disponibles et vous devriez vous-même les préparer. Donc, des accès numériques suffisants pour travailler à plusieurs peuvent ne pas aussi exister parce que certains des partenaires peuvent ne pas vouloir travailler sur des serveurs partagés pour des raisons de confidentialité ou de propriété, on va dire, intellectuelle. Et des moyens suffisants peuvent aussi ne pas être disponibles pour les besoins de l'animation ou du montage, pour les besoins du montage du consortium. Nous avons vu la nécessité de se déplacer à Lisbonne pendant 2 jours. Nous avons vu Alfonso qui a été libéré de 25% de son temps de travail. Nous avons vu Alfonso, on va dire, mis à sa disposition une assistante. Donc, ces moyens peuvent ne pas être à votre disposition et vous devez prendre cela en compte parce que cela peut considérablement jouer sur la lourdeur du travail du porteur du projet. Donc, dans la réalité également, vous serez... dans la réalité également,
vous serez amené certainement à constituer des consortiums potentiellement plus restreints, donc en termes de durée du projet, en termes de budget. Donc, ça peut être des projets sur 1 an ou bien même 6 mois. Ça peut être des budgets de 1 million d'euros, donc des enjeux beaucoup moins importants. Et aussi, ça peut être beaucoup moins restreint en termes de nombre de pays, en termes de typologie des acteurs, d'origine culturelle, de langue, etc. Donc, d'autres recommandations, quelle que soit votre réalité, donc quelques conseils pour être prêt et limiter les risques. Premièrement, pré-identifier avec des partenaires de proximité des actions ou projets que vous envisagez de porter ensemble. N'attendez pas la sortie d'un appel à projet pour commencer à réfléchir sur un projet à soumettre. Commencez à réfléchir vous-même sur des projets potentiels, contactez des collègues, des partenaires avec qui vous initiez un certain nombre de travail afin d'être prêt lorsque des appels ponctuels sont disponibles. Donc, organisez une veille d'appel des opportunités de financement et des revues systématiques de projets. Faites-vous conseiller hein, si c'est nécessaire. Donc, j'ai donné l'exemple de SPER qui est vraiment un cabinet expérimenté. Vous l'avez vu avec son expérience pour la Chine, etc. Mais dans le contexte africain, nous n'avons pas forcément accès à ce type de cabinet et on peut se faire conseiller soit en interne hein, par des services ou des départements spécialisés dans nos universités ou bien recourir à des cabinets spécialisés et des juristes parce qu'il y a beaucoup d'aspects liés à la contractualisation. Ensuite, pensez à fabriquer des trames qui permettent d'organiser les réponses collectives, donc préparer des canevas de budget, préparer des canevas de répartition des tâches, de description des actions, etc. Ils peuvent être des canevas qui ne vont pas être conformes au canevas peut-être qu'un des bailleurs va vous proposer, mais au moins, vous aurez les éléments clés et vous pourrez juste faire du copier-coller entre vos documents de travail brouillon et le canevas que votre bailleur va vous proposer. Donc, très rapidement, nous allons aborder la partie C, donc la troisième partie de notre de ce module. Et la troisième partie de ce module va concerner la contractualisation. Donc ici, par contractualisation, nous entendons, nous supposons justement, et c'est le cas, et c'est une très bonne nouvelle, que la candidature du consortium SPER a été retenue, justement parmi 12 candidatures reçues par l'Union européenne. Et les experts ont donné une très bonne note, hein, 72 sur 100. Donc, SPER a été le premier en termes d'évaluation, suivi par un autre de très près avec 70 sur 100. Donc, ce qui a fait la différence pour SPER, c'est surtout la taille du consortium et la complémentarité géographique et d'expertise de ces différents acteurs. Donc, je vois des mains levées. Donc, nous allons prendre les questions tout à l'heure à la session des questions-réponses. OK. Donc, une fois que le projet est accepté donc, pour démarrer, il faut rédiger un contrat de consortium. Il y a eu des contrats préalables, hein, mais c'est des contrats préalables qui définissent on va dire, le cadre de travail, les conditions de travail, etc. Mais pour la mise en œuvre du projet en tant que tel, il faut un contrat beaucoup plus formel entre les membres du consortium. Voilà. Donc, SPER a une expérience hein, dans ce domaine, donc il a plusieurs types de contrats qu'il a adaptés dans le contexte de cet appel et qu'il a partagé avec ses différents partenaires pour signature. Alors, en termes de contrats, il y a plusieurs cas de figure, notamment deux essentiellement. Dans la mise en œuvre du projet, les partenaires peuvent, on va dire, adopter deux postures, en fait, deux logiques différentes. Donc, la première, c'est une logique de la rétrocession budgétaire et l'autre logique, c'est surtout un consortium fonctionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Un consortium avec rétrocession budgétaire, le chef de file signe un contrat avec le bailleur. Donc, SPER ici va signer un contrat avec l'Union européenne et ensuite signe un contrat avec chacune des parties prenantes du consortium. Donc, le chef de file est légalement responsable du projet devant le bailleur.
Mais par jeu de ricochet, chacun des membres du consortium est également responsable, budgétairement parlant, de sa partie. Ça veut dire que Spear va récupérer le budget et va répartir le budget entre les parties et chaque partie sera chargée de l'exécution de son budget. Donc, en cas de mauvaise exécution ou d'utilisation non conforme des fonds ou non justifiée, c'est la responsabilité du partenaire qui est engagé directement. Ensuite, on a un autre cas de figure, c'est le consortium fonctionnel. Ici, le chef de file et les partenaires agissent tous ensemble, mais c'est le chef de file qui détient les budgets. Donc, les autres agissent comme des prestataires, tout simplement. Donc, le chef de file a la pleine responsabilité du travail et de sa bonne exécution. C'est un système un peu plus centralisé, on va dire, autour du porteur du projet, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Mais on peut noter que le premier cas de figure permet une autonomisation des membres sur le périmètre d'action. Parce que chaque membre, quand même, est responsable, ou en tout cas partie prenante d'un work package avec des actions. Et la première logique permet une plus grande autonomie et une plus grande flexibilité, en tout cas pour un partenaire, dans la mise en œuvre de ces actions. Donc, une attention particulière est accordée à la propriété intellectuelle, parce que, comme je l'avais rappelé au début, les parties prenantes ont des actifs avant le projet qui vont être mis en œuvre dans l'implémentation du projet. Parce que quand un partenaire est invité dans un consortium, c'est sur la base de son expertise. Donc, un partenaire va venir avec ses actifs, avec ses propriétés intellectuelles. Et au cours de l'exécution du projet, de nouveaux résultats, de nouveaux actifs vont également être produits. Donc, il est important qu'un cadre qui encadre, enfin, on va dire, des dispositions qui encadrent la gestion de la propriété intellectuelle soient bien définies. Donc, dans le cadre du consortium, du cas présent, chacun des membres qui détient les données, le savoir-faire ou les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'action ou à l'exploitation des résultats s'engage en raison de cette nécessité à accorder les droits d'accès aux autres membres du consortium impliqués. Sinon, ça va constituer un blocage dans l'exécution d'un certain nombre d'actions. Ensuite, au niveau de la propriété des actifs, d'une manière générale, la propriété des actifs existants avant la création du consortium reste la propriété du membre détenteur des droits, c'est-à-dire du membre du consortium. Mais tous les actifs co-créés pendant le consortium appartiennent, disons, on va dire, appartiennent aux co-auteurs. Bon, à des degrés qui vont être définis, mais cela nécessite de définir clairement la part des droits de chacun et les autorisations qui seront accordées entre eux et pour chaque membre. Donc, il peut arriver qu'on dise à un membre, pour pouvoir utiliser tel résultat, il faut l'accord préalable des différentes parties prenantes du consortium. Donc, à cette fin, un document de cadrage de la propriété intellectuelle est proposé à chaque membre. Mais les dispositions liées à la propriété intellectuelle peuvent être intégrées dans le contrat global du consortium, donc qui va être signé par chaque partie. Mais au besoin, on peut avoir un cadrage spécifique, en tout cas qui est lié à la propriété intellectuelle. Mais en général, on voit souvent les questions liées à la propriété intellectuelle intégrées dans le contrat du consortium. Donc, dans ce document, soit un document spécifique ou en annexe au contrat de consortium, seront listés les actifs détenus en amont du projet par chaque partenaire et nécessaires à l'exécution du présent projet. Et c'est là aussi où il sera précisé les droits et précautions d'utilisation pour chacun des actifs qui sont, pour chacun des actifs qui sont concernés par chacun des membres du consortium. Donc, une attention particulière est aussi accordée à la gouvernance dans la contractualisation. Donc, sont rappelés les engagements techniques et légaux du rôle du leader. Donc, le calendrier projet prévoit notamment les grands rendez-vous suivants, notamment durant les 3 ans de l'exécution du projet. Donc, Spear a un rôle de leader, justement. Donc, il rend compte à l'Union européenne et est garant des meilleurs efforts de chacun. Donc, Spear va se charger de la coordination globale, de rappeler les engagements, les agendas, etc., les deadlines. Donc, des leaders intermédiaires peuvent être nommés. Parce que comme on a plusieurs partenaires, on peut avoir au niveau de chaque partenaire, par exemple, un leader qui va être, on va dire, le point focal
du leader du consortium vis-à-vis de ce partenaire-là. Donc, chacun des 9 membres du consortium est responsabilisé donc sur les différents work packages. Laissez-moi voir le chat s'il n'y a pas d'interpellations. OK. Donc, en cas de défaillance technique ou opérationnelle d'un membre, parce que ça peut arriver qu'un membre ne puisse plus poursuivre sa participation dans un consortium, donc ce dernier pourra être remplacé par un autre membre du consortium ou à défaut solliciter, on va dire, une tierce partie pour continuer son travail. Un board peut être mis en place et qui peut être composé de partenaires extérieurs du consortium. Ça aussi, souvent, c'est important parce que ça permet d'avoir, on va dire, une vision extérieure du projet et, on va dire, d'accompagner, de conseiller le consortium pour réorienter, on va dire, ses actions en lien avec les objectifs du projet, mais aussi les objectifs stratégiques du bailleur. Sont précisées enfin dans le contrat du consortium les règles de communication et de citation. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, le projet prévoit la création, par exemple, d'un logotype. Donc, ça peut être mentionné dans le contrat, d'une page web et aussi de l'ordre et de la hiérarchie de l'affichage des logos des partenaires. Donc, ces éléments peuvent être définis dans le contrat. Donc, toute communication liée à ce projet doit mentionner l'Union européenne avec une phrase d'accompagnement. Donc, ça, je pense que vous avez l'habitude de voir ça, par exemple, dans les publications scientifiques. Par exemple, ces publications sont issues d'un projet de recherche financé par l'Union européenne dans le cadre du projet BEA. Donc, aucun partenaire ne peut être cité seul sans les 9 autres logos, sauf lorsqu'il met en place sa propre activité. Donc, prenez ça comme un cas pratique. Hein? C'est un cas pratique d'une réponse à l'appel BEA, où les partenaires s'entendent sur ces principes de base liés à la communication et à la citation. Voilà. Donc, pour résumer, au final, le contrat de consortium préparé par Spear dans le cadre de ce projet accepté par l'Union européenne pour une durée de 3 ans et pour un montant de 4 millions d'euros, aborde les sujets suivants. Donc, la définition des termes, ça, je pense que je ne l'ai pas détaillé, mais c'est extrêmement important quand on parle d'actifs, quand on parle de propriété intellectuelle, quand on parle de résultats, quand on parle d'activité. Ces termes doivent être définis dans un annexe ou à l'intérieur du contrat pour que les parties prenantes aient une compréhension commune ou partagée de ces termes-là. Donc, les objectifs du consortium, les conditions d'entrée, de durée et de fin des engagements du consortium, les responsables de chacun, les engagements et solidarités des parties, la gouvernance, juste en guise de rappel des différentes parties, les engagements financiers. Ça aussi, c'est important. Je pense que ça va être abordé dans la partie budget, mais je voulais quand même souligner un élément ici, c'est que dans le cadre des consortiums, il peut arriver qu'on dise aux partenaires, par exemple, le bailleur, il dit que nous avançons 75% des fonds pour l'exécution du projet, mais les 25% restants seront versés à la fin du projet après validation de la mission d'audit. Donc, cela veut dire que les parties prenantes doivent avancer les 25% restants et se faire rembourser après. Donc, en fonction de la nature du contrat, ce qu'on a vu ici à ce niveau-là, c'est-à-dire avec rétrocession budgétaire ou bien un consortium fonctionnel. Si c'est avec rétrocession budgétaire, cela veut dire qu'il faut aussi sensibiliser les institutions des partenaires qui recevront aussi probablement 75% du budget et qui devront compléter les 25% restants et ils seront remboursés à la fin du projet. Mais aussi, Spear, par exemple, comme porteur, et un cabinet peut-être qui a les moyens, peut s'engager vis-à-vis de ses partenaires à, on va dire, verser 100% de la part de chaque partenaire et ensuite rester avec le bailleur pour récupérer les 25% à la fin du projet. Mais dans tous les cas, ce sont des prérequis qu'il faut très clairement, on va dire, aborder durant la phase de contractualisation.
Donc, ensuite, il y a les engagements des résultats, les droits d'accès et de propriété intellectuelle, la confidentialité et à la fin, les signatures nécessaires et la liste des annexes, notamment les propriétés intellectuelles et les référents contacts, notamment les points focaux. Donc, préciser dès le début, donc comme leçon à retenir de cette troisième partie, il faut préciser dès le début de vie de tout groupement les points importants. D'accord? Ça, il faut le faire. C'est une recommandation forte parce que cela permet d'éviter vraiment des frustrations, des malentendus. Et c'est des choses qui arrivent très souvent dans le cadre des consortiums autour des projets. Mais si vous précisez ces éléments en amont, vous pouvez anticiper sur un certain nombre de problèmes. Voilà. On va plus loin ensemble si toutefois on part bien ensemble. Donc, il faut qu'on s'entende sur la compréhension des mots, le choix de la logique de responsabilité et le respect des enjeux des uns et des autres. Donc, pour finir ce module, nous allons aborder la dernière phase du consortium qui est la vie du consortium. Donc, on a parlé des différentes phases. Hein. Il y a l'identification de l'appel à projet, le montage, la contractualisation et ensuite maintenant la vie du projet, du consortium pendant les 3 ans du projet. Donc, cette partie, on va l'aborder très rapidement. Hein. Le 6 avril, le projet démarre officiellement. Le consortium est lancé pour une durée de 3 ans. Il faut un agenda bien clair donc pour l'animation ou pour le reporting des activités du projet. Par exemple, ici, un rendez-vous projet chaque mois d'une demi-journée par visioconférence est prévu entre les 9 membres du consortium. Donc, un reporting du consortium Aspire chaque trimestre est prévu. Donc, chaque partie doit envoyer un rapport d'activité au lead du consortium chaque trimestre. Un reporting semestriel est envoyé par le lead du projet au bailleur, notamment ici l'Union européenne, et un comité de pilotage semestriel est organisé avec l'ensemble des partenaires et le board. Donc, n'oubliez pas que le board était ce groupe d'individus extérieurs même au projet, avec des membres extérieurs au projet qui vont aider à superviser, disons, l'évolution du projet, à aider le consortium dans l'orientation de ses objectifs et l'atteinte de ses résultats. Et enfin, un bilan intermédiaire est prévu à la fin de la première année avec éventuellement une révision budgétaire et des amendements techniques, puis un dernier bilan après les 3 ans. Donc, à la réunion du premier semestre, malheureusement, Spire fait état à l'Union européenne de la défaillance temporaire d'un des membres du consortium. Donc, une personne clé ayant quitté l'entreprise, donc l'action prévue sera décalée dans le temps. Donc, un des partenaires n'est plus en mesure de répondre à ses engagements dans les temps qui ont été initialement impartis à cause du départ d'un de ses membres. Donc, l'Union européenne, donc le bailleur, répond au lead s'il s'agit d'un simple report en termes de délai de délivrance du livrable, il n'est pas nécessaire de faire un avenant. Mais s'il faut faire une réallocation budgétaire à un autre partenaire ou transférer l'activité à une tierce partie, par contre, il faudra refaire un avenant ou un amendement du contrat de consortium. Donc là, puisque le partenaire, justement, a quitté le temps que les choses soient clarifiées, le versement trimestriel financier pour ce partenaire est momentanément suspendu. Donc, on suppose que les versements, justement, trimestriels étaient prévus dans le cadre du projet. Donc, au cours de la deuxième année, 2 des membres, donc là, lors de la vue du consortium, il faut comprendre que, voilà, les choses peuvent aller vite, de nouveaux en tout cas, domaines d'intérêt communs peuvent apparaître. Donc, c'est notamment le cas ici, hein, où 2 membres du consortium ont engagé une action commune, d'accord, pour avoir un partenariat plus long, dans le plus long terme, donc en accord justement avec le lead du consortium. On a également noté qu'un autre partenaire a profité d'une de ses actions pour peaufiner son propre, on va dire, programme pilote dans le domaine de l'innovation, donc qu'il va monétiser, donc une sorte d'entreprise qui va être lancée.
Et aussi deux autres partenaires ayant des activités similaires, donc une en Afrique et une en Europe, ont décidé de fusionner, par exemple, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver lors de la vue du consortium. Encore une fois, notre volonté était de montrer un cas pratique d'un consortium complexe dans le cadre d'un appel complexe, hein, pour vous permettre de voir plusieurs cas de figure, mais également de vous adapter en fonction de la typologie de l'appel à laquelle vous serez confronté. Donc, à la fin des 3 années du projet, donc, voilà, les résultats ont été considérés comme étant satisfaisants. Donc, les bénéficiaires directs et partenaires ont largement plébiscité l'ensemble du programme. Et le budget a été globalement consommé conformément à ce qui avait été prévu. Donc, les représentants européens félicitent le porteur du projet et décident de reconduire sur 3 années le BA, donc avec un financement limité à 80% du budget qui sera proposé et plafonné à 4 millions d'euros. Voilà. Donc, oui, le projet initial était de 6 millions d'euros. Donc, Alfonso a été promu, mais même s'il ne l'a pas dit, la gestion de ce projet a été très compliquée pour lui. Donc, il a dû faire preuve de beaucoup de diplomatie. Et ça, je peux vous le dire, dans beaucoup de projets, il arrive de faire beaucoup de diplomatie pour concilier en fait les intérêts des uns et des autres et atténuer en fait l'impact, en tout cas des défaillances de tel ou tel partenaire sur l'ensemble du projet. Donc, enfin, en guise de conclusion, un consortium est par nature la construction temporaire d'un collectif. Le cadrage budgétaire, les agendas, le vocabulaire commun, le respect et l'écoute sont nécessaires pour que ça marche. Donc, inconfortable souvent, la démarche collective permet de grandir plus vite. Donc, ce module a été proposé par Bondinov et a été animé par moi-même. Donc, si vous avez des questions durant cette session, nous sommes à votre écoute pour les répondre. Et pour toute autre question complémentaire, vous pouvez nous contacter, notamment Grégory Giraud, moi-même et Mamadou Diallo, qui sont formateurs lors de cette session. Merci beaucoup pour votre aimable attention et vos questions sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas, pour rappel, de poser vos questions sur les Q et R. Donc, vous avez un bouton à côté de discuter. Vous avez un bouton Q et R que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Évitez d'utiliser la fonctionnalité discuter parce qu'il y a beaucoup de messages qui vont passer là-bas et votre question peut se trouver noyée dans ces messages. Donc, vous pouvez utiliser la partie Q et R pour poser vos questions. Donc, Grégory, est-ce que... Merci. Ouais. Écoute, on a pas mal de questions. Je vous propose de faire une session d'une quinzaine de minutes là-dessus. Alors, la première, donc, d'Achelafi, donc le coût du montage de projet et brainstorming. On parlait donc l'organisation d'une réunion en préalable à la formation du consortium. En gros, comment est-ce que ces financements post-soumission du projet peuvent être pris en charge? Pareil, il y a une question un peu similaire de Danise Émile. Alors, tout dépend de la volonté de votre institution de candidater sur cet appel à projet. Alors, en tout cas, de mon expérience, il y a deux cas de figure. Soit votre institution d'appartenance a un intérêt, un grand intérêt à cet appel-là et veut se positionner et décide sur le budget, parce que souvent dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche ou dans les institutions privées qui ont des départements recherche-développement, ils ont des budgets de subvention de la recherche qui ne sont pas au préalable fléchés sur des activités spécifiques. Donc, vous pouvez faire des demandes de subvention auprès de vos institutions d'appartenance pour vous accompagner. Donc, vous pouvez définir un budget pour vous, un budget de préparation du consortium ou de préparation
à la réponse à l'appel que vous soumettez à votre institution pour vous financer. Donc ça, c'est la première démarche que vous faites. Vous allez vers votre institution et vous demandez d'être subventionné ou d'être accompagné. Donc, l'autre expérience que moi j'ai vue, c'est qu'il y a des institutions qui, aujourd'hui, par exemple, voient qu'il y a un appel européen qui va sortir au mois de septembre et dont la date limite, c'est, par exemple, le mois d'avril, par exemple, 2023. Donc, votre institution peut lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès de vos enseignants-chercheurs de votre institution. Donc, pour les préparer à répondre à l'appel de l'Union européenne qui va sortir en septembre et dont la date limite, c'est avril. Donc, l'appel peut sortir maintenant pour financer des pré-projets ou bien, disons, des pré-projets sur 6 mois, par exemple, qui démarrent en juillet. Donc, de juillet à décembre, des projets en interne au niveau de l'université sont financés. Ça peut être 3 ou 4 projets qui sont ciblés et ça procure à ces équipes un budget pour travailler sur des projets qui seront matures, qui seront mûrs au mois de décembre et qui pourront faire l'objet d'une soumission en avril à l'appel de l'Union européenne. Donc, ce sont ces deux cas de figure que moi j'ai vus, voilà, et que voilà, vous pouvez vous inspirer pour trouver ces financements. Merci Gausso. Une autre question, donc ça on a répondu sur la partie slide, vous les aurez. Une question de Moumouni Traoré. Pour les projets de recherche universitaire, comment convaincre les autorités pour constituer un consortium? Alors, c'est à vous d'être convaincant, justement, mais de façon objective, il est possible de convaincre les autorités universitaires en leur démontrant l'apport que votre projet va avoir sur la visibilité déjà de l'institution. Donc ça, pour moi, c'est un premier élément. Mais aussi en fonction des objectifs de l'université en termes de production scientifique, en termes de réalisation de brevets, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut insister sur ce point-là pour montrer à votre institution d'appartenance que ce projet va contribuer à la visibilité de notre institution, va également contribuer à lever des fonds qui vont permettre à notre université, par exemple, d'équiper un laboratoire ou bien de mettre en place des serveurs de calcul ou bien d'acquérir des supercalculateurs ou bien d'acheter du matériel de TP pour notre labo de chimie, etc., etc. Donc, je pense que vous pouvez trouver plusieurs arguments qui peuvent vous permettre de convaincre votre institution et les institutions de vos collaborateurs à adhérer à votre projet. Merci Gausso. Une autre question, pardon. Donc, encore chez la fille. Donc, souvent, les problèmes posés dans les appels Europe-Afrique sont les contraintes de temps dans la constitution des partenariats et des consortiums. Je souhaite, à partir de votre initiative de formation, ouvrir des pistes de réseautage. Donc, quelles sont les pistes de réseautage entre pays africains pour consolider la collaboration internationale dans la recherche et l'innovation? Alors, le projet S-Partner lui-même est une opportunité déjà de collaboration, puisque déjà le programme S-Partner vise à renforcer la collaboration ou la mise en relation entre les centres d'excellence au niveau de la sous-région. Mais ça, c'est la première phase de notre approche globale. D'abord, de mettre en réseau les centres d'excellence. La deuxième phase, c'est de mettre en relation ces réseaux de centres d'excellence avec des partenaires, d'autres partenaires universitaires, académiques, mais aussi d'autres partenaires socio-économiques. Et la troisième phase, c'est surtout de s'ouvrir à d'autres partenaires également internationaux. Donc ça, c'est dans le cadre du projet S-Partner qui donne cette opportunité, disons, de vous préparer à être dans un cadre favorable pour trouver plus facilement des partenaires afin de bien constituer votre consortium. Et vous pouvez vous inspirer
de ce cadre, disons, ACE partenaire, en tout cas pour vous mettre aussi dans d'autres réseaux. Alors, l'autre recommandation aussi que moi je donnerais, c'est surtout de n'hésiter pas à faire partie d'un certain nombre d'associations ou de regroupements de scientifiques. Ça aussi, ça aide beaucoup. Par exemple, il y a par exemple bon, une association que j'ai en tête, il y a le réseau africain sur l'intelligence artificielle responsable, ou bien on va dire l'association francophone pour l'intelligence artificielle, ou le réseau. Donc, une fois que vous êtes dans ce type d'association, vous interagissez régulièrement avec des partenaires internationaux dans le cadre des activités qui sont proposées par ces associations. Vous vous faites connaître, vous connaissez les autres, et lorsque vous avez des appels sous la main et que vous avez besoin de partenaires, vous pouvez justement exploiter ce carnet d'adresses-là. Merci Gaussou. Donc une réponse, une question. Alors, tu as déjà donné des éléments de réponse, mais que se passe-t-il si l'un des partenaires du consortium ne respecte pas ses engagements? Si un partenaire doit prendre en charge les visites de terrain, par exemple, sur son site, au cours de l'exécution, mais qu'il ne le fait pas? Alors, il y a normalement des dispositions qui sont prévues dans le contrat pour ces cas de figure. Hein. Il y a des dispositions qui sont prévues. Mais dans tous les cas, il est recommandé de toujours privilégier la résolution diplomatique de ces types de problèmes. On appelle ça une résolution à l'amiable. Par exemple, si c'est un partenaire qui n'a pas pu décrocher le budget auprès de son institution d'appartenance pour avancer les fonds, etc. Donc, ça peut faire l'objet du désistement du partenaire. Donc, il faudra soit réaffecter l'activité à un autre partenaire ou bien trouver une tierce partie. Mais dans tous les cas, il y a également le volet juridique. Par exemple, si le problème n'a pas pu être résolu à l'amiable, malheureusement, les parties devront résoudre leurs problèmes auprès des juridictions, on va dire, compétentes. C'est pourquoi il est recommandé lors de la constitution du consortium également de se faire accompagner par vos services juridiques de vos institutions d'appartenance pour justement anticiper sur ces types de conflits. Voilà. Mais ça va avoir un impact sur le déroulement du projet, mais encore une fois, il est du rôle du leader de trouver une alternative à ce problème-là, soit en réaffectant l'activité à un autre partenaire ou à trouver une tierce partie. Merci Gaussou. Donc, une question sur la gestion du budget des partenaires de Denise Émile. Et est-ce qu'on doit utiliser les mêmes trames pour justifier les dépenses? Donc, Denise, hein, si vous pourriez un peu préciser votre question, on comprend que vous posez une question sur qui va gérer les financements en fait au sein du consortium, c'est ça? Ah, vas-y, tu peux partir sur cette... Oui, bon, je pense que j'ai compris. Pour les justificatifs, en fait, les justificatifs des dépenses sont les mêmes pour tout le monde. Alors, maintenant, il peut arriver que parce que si je prends l'exemple des cas de passation des marchés, par exemple, si vous avez des projets qui impliquent, disons, de passer des marchés, ben, les conditions de justification disons, du marché sont les mêmes. Donc, il faut, par exemple, pour un montant inférieur, par exemple, à 3 millions de francs CFA, ou bien, supposons, pour rester générique, peut-être qu'on a des monnaies différentes, à 3 millions d'euros, 3 000 euros, par exemple, on peut faire une entente directe avec disons, un fournisseur. Mais si ça dépasse, par exemple, 3 000 euros, il faut un avis, disons, il faut un appel d'offres. Ensuite, il faut avoir au moins 3 devis. Ensuite, il faut sélectionner, il faut un comité. Donc, tous ces documents, donc chaque partenaire doit les rendre. Donc, si je prends par exemple le cas des acteurs, on va dire du personnel, voilà, des ressources humaines.
S'il s'agit des prestataires de services, il faut également fournir les contrats de prestation de services qui sont enregistrés dans les structures, on va dire, appropriées, notamment souvent au service des impôts, etc. Il faut soumettre les attestations de services faits, il faut les preuves de versement du partenaire au prestataire concerné, etc., etc. Par exemple, si c'est des enseignants-chercheurs, par exemple, ou des membres de l'institution qui sont déjà du personnel de l'institution, en général, il faut aussi des feuilles de temps, il faut des attestations RH, etc., etc. Donc, les canevas sont les mêmes en général pour tous les partenaires parce que les justificatifs des dépenses sont connus, en tout cas les dépenses sont connues et les dispositions liées à leur justification sont également connues et sont les mêmes. Mais il peut y avoir des spécificités par pays, par exemple sur un certain nombre de choses. Par exemple, le bailleur peut dire que le bailleur ne va pas forcément imposer par exemple, des règles extérieures au pays en termes de passation de marché. Par exemple, le pays va vous dire que les commandes doivent respecter les conditions de passation de marché de votre pays ou de la législation de votre pays. Et dans ce cas, il faut fournir les documents correspondants. Et dans ce cas de figure, si deux pays ont des législations différentes, justement, les justificatifs peuvent être différents. Mais ils ne seront pas vraiment, il n'y aura pas d'indulgence, on va dire, en termes disons, d'exigence sur les justificatifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Merci, Gaussou. Alors, je vous propose de prendre encore 3-4 questions. Donc, une question qui me paraît assez intéressante sur la typologie d'un consortium efficace. Voilà, avec Tu peux répéter, s'il vous plaît? Sur la typologie, qu'est-ce qui caractérise pour toi un consortium efficace? Et alors, une question aussi sur les sites web permettant de s'enregistrer. Donc, oui, ça, on vous enverra des exemples de sites sur lesquels vous pouvez les enregistrer. Absolument. OK, donc la deuxième question est déjà répondue. Donc, pour la première question, pour la typologie d'un consortium, alors, moi, je vais revenir sur tous les caractéristiques qui ont valu à Spire l'acceptation de son projet. Pour vous donner quelques exemples, hein. Donc ici, comme vous pouvez le voir, hein, il est dit que ce qui a fait la différence pour Spire, c'est la taille du consortium et la complémentarité géographique et d'expertise des acteurs. Mais encore une fois, la qualification ou l'appréciation de la qualité d'un consortium va aussi dépendre des critères du consortium qui sont définis par le bailleur. Par exemple, le bailleur peut mettre l'accent sur la diversité géographique. Le bailleur peut mettre l'accent sur l'implication de jeunes chercheurs. Le bailleur peut mettre l'accent sur l'interdisciplinarité. Donc, un bon consortium va être un consortium qui va respecter, on va dire, les critères de constitution du consortium définis par le bailleur. Néanmoins, nous avons parlé au début de la formation qu'il y a 3 cas de figure. Donc, ma première réponse concerne la typologie des consortiums qui sont imposés par le bailleur. Maintenant, pour les autres cas de figure, pour moi, un bon consortium, c'est un consortium où il y a une complémentarité en termes d'expertise pour l'atteinte des objectifs scientifiques ou stratégiques de votre projet. Ça, c'est le premier, pour moi, le premier critère de succès d'un consortium. Et le deuxième, j'ai incité à 2 reprises, c'est le leadership du consortium. Parce que si le leader démissionne du consortium, pratiquement, le consortium, il est mort. Voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse à cette question. Merci Gaussou. On va prendre une dernière question. Donc,
Je vais essayer de fusionner plusieurs questions en une seule, hein. Déjà, quels sont les prérequis pour un chercheur pour faire partie d'un consortium? Et au niveau du portage du consortium, est-ce qu'un partenaire peut engager l'ensemble du consortium ou bien est-ce que ça doit être obligatoirement chaque partenaire qui doit parler en son nom? Oui, donc je vais commencer par cette dernière partie de la question. Tout dépend du type de contrat, mais ça dépend de votre interlocuteur. Par exemple, s'il s'agit de votre bailleur, là, c'est le porteur du consortium qui va parler au nom du consortium. Et maintenant, il peut arriver que lors de réunions avec le bailleur, sur certaines questions techniques, que des membres du consortium puissent être invités pour pouvoir parler sur ces questions-là. Donc ça, c'est lorsque l'interlocuteur, c'est le bailleur. Maintenant, s'il y a d'autres interlocuteurs, disons, du projet, par exemple, dans le cas, je ne sais pas, d'une conférence ou bien dans le cas de l'exécution d'une action qui est déléguée à un partenaire, donc, qui va exécuter cette action avec un prestataire, il n'y a pas forcément une nécessité d'impliquer le leader dans l'interaction entre le partenaire et le prestataire sur cette action-là. Voilà. Donc, tout dépend vraiment de la nature de l'interaction, mais aussi de l'interlocuteur. Soit ça va être le leader qui va porter la voix de tout le consortium, ou bien un partenaire du consortium peut interagir avec un autre. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise un chercheur, en tout cas pour faire partie d'un consortium? Premièrement, on ne fait pas partie d'un consortium en tant que figurant. Donc, pour moi, le premier critère pour un chercheur pour faire partie d'un consortium, c'est l'expertise. Parce que c'est une expertise qui est requise d'un partenaire pour concourir à l'atteinte des objectifs du projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pour moi, c'est la fiabilité. C'est la fiabilité. Alors, je pourrais même intercaler quelque chose entre l'expertise et la fiabilité, c'est l'expérience. Parce qu'on peut avoir l'expertise, mais l'expérience, elle est différente de l'expertise et peut être très importante dans la participation d'un consortium. Voilà. Donc, vous dites par exemple que vous avez de l'expertise, par exemple, en termes disons, d'intelligence artificielle pour l'agriculture. C'est bien. En plus, si vous démontrez que vous avez déjà participé avec succès à 3 projets, disons, d'implémentation, disons, de plateformes d'intelligence artificielle dans le secteur de l'agriculture, c'est de l'expérience qui peut aussi être valorisée. Et enfin, troisièmement, la fiabilité. Parce que demain, vous allez porter des actions du projet. Je pense qu'il est important d'avoir la garantie, ne serait-ce qu'à 90% que ce partenaire est fiable pour pouvoir mener à terme les actions qui vont lui être confiées. Voilà. Merci Gaussou. Bah, écoute, je te pose une dernière question. Pas de souci. Voilà, alors plus sur la partie, on va dire, éthique et propriété intellectuelle au sein du consortium. Quelles sont les bonnes pratiques pour toi à adopter? Alors, donc sur les aspects éthiques, souvent c'est en lien surtout souvent ça peut être sur la démarche, la méthodologie ou sur l'utilisation des données. Encore une fois, pour moi, en termes de conseils, il faut se référer à la législation du pays d'exécution de l'action. Donc, pour être sûr que les activités que nous allons mener et les précautions que nous allons prendre vont être en rapport avec la législation du pays d'implémentation de l'action. Et deuxièmement aussi, il faut aussi se référer disons,
aux indications ou aux recommandations du bailleur. Par exemple, pour le cas des projets européens qui impliquent des partenaires européens, le respect, par exemple, de la réglementation générale sur les données personnelles en Europe, ce qu'on appelle les RGPD, doivent être respectés même pour des partenaires se situant en dehors du territoire européen. Donc, la connaissance de la législation ou des cadres réglementaires est important justement pour réussir en tout cas ces aspects éthiques. Et pour la partie propriété intellectuelle aussi, moi je pense qu'il faut aussi se faire conseiller par les structures compétentes de vos universités. Hein. Vous avez des départements chargés de l'innovation ou chargés de la valorisation de la recherche. Hein. Même sur les aspects éthiques, vous pouvez aussi vous faire conseiller par vos services juridiques de vos universités respectives. Mais vous devez les connaître vous-même en tant que chercheur parce que vos services juridiques ne seront pas tout le temps sur le terrain au moment de l'exécution des actions. Donc, c'est important de connaître les aspects éthiques par vous-même, ne serait-ce que par culture générale. Mais sur les aspects liés à la propriété intellectuelle, par contre, il est vraiment conseillé de vous faire accompagner par vos services de valorisation de la recherche ou chargés de l'innovation de vos institutions partenaires. Mais également, peut-être une dernière chose, il faut bien lister il faut protéger vos œuvres, il faut bien les répertorier quelque part pour que lorsque c'est nécessaire dans la partie contractualisation de lister vos actifs, que vous puissiez les lister intégralement, puisque dans cette partie, il sera reconnu que ces actifs vous appartiennent et que vous les avez découverts avant l'exécution de ce projet. Voilà ce que je peux dire sur cette question, Grégory. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive à l'heure et demie provisionnée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions directement à Gaussou, Mamadou et moi si on n'y a pas répondu. Je vous propose 10 minutes de pause et de basculer ensuite sur le module suivant, le module 5, sur l'identification des domaines scientifiques potentiels et la formalisation de l'objet de recherche du projet. Voilà, donc il est 9h30 GMT. Je vous propose de nous rejoindre à 9h40. OK, ça marche. À tout à l'heure. Merci À tout à l'heure, à toutes Grégory. et tous. Merci à tout le monde.